Bonsoir à tous, bienvenue à l'IRL du Club Digital, une IRL en visio encore une fois, mais la prochaine aura lieu en présentiel et on vous en parlera à la fin de la présentation de ce soir. On s'est un peu réorganisé au sein du Club Digital en se répartissant les différentes IRL. Celle de ce soir a été organisée donc par Champhy, par Adèle qui devrait nous rejoindre parce qu'il est encore en réunion et par moi-même, avec l'aide, bien sûr, de tous nos petits camarades, parce que les trois qui ont organisé ce soir ne savent pas faire grand-chose tout seuls. Donc heureusement qu'on a eu l'aide de Delphine, d'Angela, de Rémi, de Nathalie, de Céline, de Didier. J'espère que j'en ai pas oublié. Mais en tout cas, le club est là pour essayer de continuer à animer et à échanger sur les actualités autour du digital en santé. Ce soir, on va parler d'un sujet auquel vous avez sûrement pas pu échapper. Shams est là. Bonjour Shams, et merci de nous rejoindre et en tout cas merci encore d'avoir accepté de participer ce soir. Donc on va parler ce soir des IA génératives et particulièrement de ChatGPT dans la santé. Alors, je pense que je voulais vous demander un petit peu si tous avaient non seulement connaissance a priori, j'espère, mais en tout cas essayer ChatGPT, mais ça sera pour une autre occasion et en tout cas voilà un petit peu le programme de notre soirée. Je vais faire une courte introduction comme je sais les faire, c'est-à-dire une demi-heure, trois quarts d'heure. Mes petits camarades sont très inquiets à l'idée de ce que je vais pouvoir présenter. Et ensuite, on va donner la parole à Thomas et à Shams qui vont nous partager leur expertise sur effectivement les IA génératives et sur les IA conversationnelles. Donc, je les remercie encore et ce sera Adèle et Champhy qui vous les présenteront tout à l'heure. Et puis, on partagera un petit peu d'actualité sur le club digital santé. N'hésitez pas à utiliser, bien sûr, le chat aussi pour poser des questions, pour discuter entre vous. Et on essaiera d'y répondre au maximum à chaque fois et à chaque session. Je ne sais pas si vous avez vu un peu cette image qui tourne sur les réseaux sociaux en ce moment. Et je l'aime beaucoup. Effectivement, ChatGPT est un petit peu le buzz du moment, comme l'avait été le métaverse ou les NFT ou un certain nombre d'autres technologies ou avancées ces dernières années. Est-ce que c'est le même phénomène? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce qu'on est dans quelque chose de très différent? Voilà, l'idée, ça va être de partager aujourd'hui sur ce sujet-là pour partager nos connaissances du moment. Il en reste pas moins que ChatGPT entérine je dirais encore un nouveau record dans le nombre et la vitesse d'adoption, puisqu'on a atteint les 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Et là, vous avez la comparaison avec d'autres plateformes. On voit que sur ChatGPT, il y a un engouement et il y a, je dirais, un usage qui s'est fait extrêmement rapidement. Et c'est vrai que quand on l'utilise, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans la pratique tous les jours. Alors, comme mes petits camarades m'ont demandé d'introduire, je me suis dit, mais comment je vais faire cette introduction ce soir? Alors, je me suis dit, moi, j'utilise quelques IA génératives aussi. Et j'en ai d'abord utilisé une, je ne sais pas si vous la connaissez, Tom AI, voilà, qui a l'avantage de pouvoir vous faire vos présentations directement. Alors, j'ai filmé à chaque fois et on mettra les films dans la présentation finale. Je ne vais pas vous faire tout le déroulé, même si je les ai accélérés un petit peu. Mais Tom AI, c'est très simple. Vous faites une commande, un prompt, pour demander de faire une présentation, de contextualiser votre demande, d'avoir des sujets spécifiques. Alors là, j'ai fait ça très, très rapidement. Et puis, l'IA va vous générer votre présentation. Alors, j'avance rapidement, mais voilà. Elle m'a fait une petite présentation qui tiendrait la route hein, si je voulais tenir quelques minutes avec vous pour vous expliquer ce que sont les IA génératives, comment elles peuvent s'appliquer dans la santé. Il m'a même mis des images avec et j'aurais pu certainement faire une introduction tout à fait sympathique et tout à fait passable en faisant ça ce soir. Donc, bon, vous avez échappé à ça. Alors après, je me suis dit, je suis pas très content. J'ai demandé à quelqu'un d'autre, j'ai demandé à ChatGPT. Parce que je vous avoue que je suis un peu feignant et j'avais déjà demandé à ChatGPT de faire l'invitation pour ce soir auquel vous avez répondu. Hein, c'est ChatGPT qui l'a écrit. Je me suis pas non plus beaucoup foulé. Et donc, j'ai dit à ChatGPT, est-ce que tu peux m'aider pour faire la présentation de ce soir? Et vous verrez que dans la commande, je lui dis non seulement propose-moi un format de présentation, mais il y a un petit peu d'humour et propose-moi aussi les illustrations parce que vous savez que ChatGPT ne fait pas d'images.
mais si vous lui demandez de vous créer les caractéristiques des images à joindre à votre livre blanc, votre présentation ou le format que vous souhaitez, il peut le faire. Donc, vous voyez, ChatGPT m'a en quelques secondes écrit ma présentation, comment ça pourrait se dérouler, les images à intégrer dans ma présentation. Et donc, voilà, j'aurais pu aussi utiliser ce système-là pour pouvoir gagner du temps et vous faire une présentation à minima pour ce soir. Puis après, je me suis dit, c'est chouette qu'il me propose de faire des illustrations pour ma présentation, mais comment je fais? Je ne sais pas dessiner, je ne vais pas chercher les copyrights et les choses libres de droit. Donc, j'ai utilisé mon compte Discord et puis je me suis dit, je vais aller sur Midjourney et je vais demander à Midjourney de me faire les illustrations. Donc, voilà, je suis dans Discord. J'ai utilisé le prompt, en tout cas les caractéristiques que ChatGPT m'a proposé pour l'image. Dans ce cas-là, il me proposait un robot infirmier souriant. Donc voilà, donc j'ai mis cette commande-là et voilà ce que Midjourney m'a fait au bout de quelques secondes aussi parce que c'est extrêmement rapide. On va le revoir là-dessus. Voilà, j'ai mon petit robot infirmier souriant pour pouvoir illustrer. En plus, j'avais demandé spécifiquement à ce qu'il soit en format un peu cartoon. J'aurais pu demander à ce qu'il soit hyper réalistique. J'aurais pu le contextualiser beaucoup plus. Mais vous voyez un petit peu la puissance de ces IA génératives à travers trois exemples très simples. Et j'espère que nos intervenants de ce soir m'en voudront pas d'avoir utilisé des choses aussi simples et un peu réductrices, un peu caricaturales. Mais en tout cas, la puissance est incroyable, notamment de ChatGPT pour créer des contenus et avancer là-dessus. Alors, j'ai trouvé cette cartographie des IA génératives et des différentes sociétés qui ont levé plus de 5 millions de dollars à mars 2023. Vous voyez, elle est assez récente. On a plus de 300 sociétés qui sont dans ce diagramme-là, avec des choses autour de tout ce qui est textuel, tout ce qui est IA conversationnel, IA d'image, IA de vidéo. Donc là aussi, le but aujourd'hui, c'est pas de faire l'inventaire à l'après-vert, mais il y a une vraie révolution en route sur ces IA génératives dans de nombreux domaines qui est en cours. Ce qui est très intéressant aussi, et normalement il y a une vidéo en haut, voilà. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, on en parlait avec Rémi tout à l'heure, de l'intégration de ChatGPT dans Pilote de Microsoft, avec l'assistance sur PowerPoint, sur Excel ou sur Word. Mais en tout cas, OpenAI, qui avait été créé de souvenir en 2015 par un certain nombre de petits gars, dont un qui s'appelle Elon Musk. Je pense qu'il a encore eu le nez creux, j'ai l'impression. Mais en tout cas, Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI pour l'intégrer à la fois dans Azure, dans Bing, mais aussi désormais dans la chaîne Office. Donc là aussi, c'est extrêmement intéressant dans la façon de construire. Alors, juste quelques lectures pour conclure rapidement, mais il y a une lecture récente de Fred Cavazza. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre, plus, parce que c'est toujours extrêmement instructif ce qu'il écrit, et notamment sur les mythes et réalités des IA génératives. Ça permet de débugger un certain nombre de choses, de relativiser des choses. On peut ne pas être d'accord éventuellement avec sa lecture, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant. Autre lecture très intéressante, cette publication récente avec notamment Eric Topol sur les IA génératives dans la médecine, avec beaucoup de contenu, beaucoup de diagrammes, beaucoup d'explications sur les différents endroits dans le parcours de santé dans lequel les IA génératives peuvent se positionner, avec beaucoup de réflexions sur est-ce que ces IA peuvent être le médecin de demain, ce qui était notre thématique d'aujourd'hui. Alors on sait que ça fait un bout de temps qu'on a des IA qui courent après la capacité et le diplôme médical. On avait déjà eu un robot en Chine. On sait que ChatGPT a passé l'examen et l'a raté de peu il n'y a pas longtemps. Et dans l'article d'Eric Topol, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Il montre les différentes étapes de ces IA génératives dans la capacité à accompagner la médecine dans ces différents moments. Alors, est-ce que c'est une évolution? Est-ce que c'est une révolution? Voilà, je laisse la question ouverte et si nos intervenants ont envie de se positionner dessus, ben je les laisserai, je dirais, cette possibilité. J'ai quand même l'impression qu'on est plus près d'une révolution industrielle que d'une invention à l'imprimerie, mais en tout cas, c'est clair que dans les usages au quotidien, il y a des choses assez extraordinaires qui sont en train d'arriver. Voilà, moi j'en ai fini pour mon introduction. J'espère avoir respecté le timing, les amis. Je vois qu'Adèle est arrivée.
Salut Adèle. Et donc, on va commencer la présentation avec nos intervenants. Et je vais laisser Adèle peut-être introduire et présenter Thomas. Et, Oui. et voilà, je vous invite à réagir sur le chat quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous. Merci Lionel pour la transition. Alors, c'est Du moi coup, qui passe le slide, je suis désolé, donc vous me dites et j'appuie sur le bouton. en fait, je pense que ce sera surtout les intervenants, parce que moi, je vais parler 30 secondes et je vais laisser surtout Thomas parler. Je me permets juste de t'introduire, Thomas, et n'hésite pas à compléter durant ta présentation. Thomas Gouritin qui nous donne l'opportunité d'intervenir aujourd'hui aux côtés de Shams Salou autour de ce sujet-là. Donc, Thomas est un expert IA donc depuis un certain nombre d'années. Notamment, Thomas avait monté une chaîne qui s'appelle Regard Connecté, qui visait un peu à démystifier en fait les sujets autour de l'IA et de la réalité en fait et des limites de ces approches-là. Et puis plus récemment, tu as cofondé Assis.po, qui est une solution qui permet en fait d'apporter un agent conversationnel ou un chatbot, je te laisserai préciser la sémantique à utiliser, la bonne sémantique, mais qui vise en fait à aider le praticien en post-opératoire et donc d'aider notamment sur toute la partie suivi post-opératoire que je te laisserai détailler tout à l'heure. Et puis, en parallèle, Thomas accompagne des institutions et des industriels pharmaceutiques dans leur stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle, avec cette volonté en fait de mixer à la fois les potentiels technologiques et l'apport technologique que peut nous amener ces nouvelles approches méthodologiques, et toujours connecté à l'usage et à la réalité de l'acceptabilité et du service rendu. Ça, c'est un vrai sujet, en fait, comment on arrive, c'est un des sujets qui est intéressant dans les approches que développe Thomas, c'est comment on arrive, au-delà de la technologie, à l'amener dans un cadre d'usage réel et d'amener de la valeur réelle. C'est un des sujets que développe Assis.po. Donc, je vais peut-être pas continuer toutes mes louanges parce que ça pourrait durer assez longtemps, mais du coup, je te laisse la parole, Thomas, pour ton intervention et encore merci pour votre présence à tous les deux. Merci Adèle, merci à tout le club pour l'invitation. Tu as déjà dit beaucoup de choses, hein, donc ça va être plus facile maintenant. On t'entend de très loin, Thomas. Ah, est-ce que c'est mieux? Ça va, ça? Est-ce que je suis le seul à l'entendre de loin ou... Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Rapproche-toi un peu plus. Non, rapproche-toi un peu plus que moi. Attends, je Je m'enlève les t'entends aussi bien. écouteurs, on va le faire à l'ancienne. Alors, Thomas, c'est moi qui passerai les slides, donc tu me dis quand tu veux que je passe. Et je rappelle à tout le monde que @HCSMEUFR, c'est notre compte Twitter, et hashtag HCSMEUFR, c'est notre hashtag communautaire. Donc, n'hésitez pas à live tweeter cette IRL. Voilà, Thomas, à toi, Vous pardon. m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux? On va faire avec, hein, c'est un peu Ouais. bas. Voilà, je suis pas le seul, ça va, je suis rassuré. Ah, bon, mais je peux pas me mettre beaucoup plus près. Mes écouteurs ont décidé évidemment ce soir de me lâcher. J'espère que ça va aller. Vous me faites un signe non, si ça va pas. non. Super, bon, parfait. Et donc, comme l'a dit, l'a très bien introduit Adèle, l'idée c'est de pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire au quotidien. Alors évidemment, on va parler des grands fantasmes, mais Lionel en a déjà parlé et je pense que c'était assez clair. Mais surtout, comment ça se traduit au quotidien auprès des patients et des professionnels de santé. Et on parlera un tout petit peu d'Assis.po pour illustrer. Et là, vous voyez mon associé chirurgien qui commence à utiliser des outils d'intelligence artificielle dans son quotidien. Donc ChatGPT, alpha et oméga de notre avenir, c'est ce qu'on nous a beaucoup vendu. Là, c'est un article de BFM de ce week-end, enfin du week-end dernier. Après le feu, l'électricité et Internet, la révolution de l'intelligence artificielle générale, avec un article dithyrambique. La révolution est-elle réelle? Tu as posé la question, Lionel, tout à l'heure. On pourra peut-être commencer à y répondre un petit peu plus loin. Est-ce que c'est irréfutable? C'est comme ça. C'est-il l'intelligence artificielle et puis c'est tout? Qu'est-ce que veut dire intelligence artificielle générale aussi? Bon, ça pose des questions. J'ai pas toutes les réponses, mais personne n'a les réponses encore. En tout cas, ça paraît peut-être un peu fort pour l'instant, en tout cas. Donc, pour introduire le sujet, ChatGPT bientôt médecin, qui est le sujet du jour, je vais demander, tout simplement, hein, comme on l'a peut-être, d'autres d'entre vous l'ont peut-être fait. Et évidemment, et heureusement en tout cas, ChatGPT m'a répondu que en tant que modèle de langage basé sur l'IA, etc., il peut pas être médecin, il peut pas exercer la médecine, donc c'est rassurant, évidemment. Et si vous avez des préoccupations de santé, je vous encourage à consulter un professionnel, tant mieux. Lionel, je te laisse passer.
Et pourtant, le traitement du langage pour la santé, ça existe depuis très longtemps, bien avant ChatGPT. Alors, je vous ai pris des exemples français, évidemment, notamment Synapse, que vous connaissez peut-être, qui a notamment travaillé beaucoup sur les remontées d'effets indésirables post-vaccin Covid. Donc, c'est eux qui analysaient en temps réel l'ensemble des remontées qui étaient faites sur tous les centres de pharmacovigilance. Et ils éditent aussi un outil qui permet d'aller lire et comprendre les prescriptions des médecins généralistes et spécialistes pour identifier éventuellement des interactions médicamenteuses qui pourraient être dangereuses pour le patient. Et donc tout ça, c'est facilité par des algorithmes qui peuvent ressembler un petit peu à ce qu'il y a derrière ChatGPT, même si j'ai pas mis le nez complètement dans le moteur. Mais en tout cas, c'est un peu le même type de principe où on va analyser du texte pour essayer d'en dégager des informations médicales. Autre exemple, alors là qui est encore plus loin que ChatGPT, Medvir, ça date de 1984. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, notamment Dr Loïc Etienne, qui est un des premiers à avoir travaillé sur ce sujet-là, qui était ce qu'on appelait à l'époque et ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui les systèmes experts, qui sont plutôt basés sur des règles où l'idée c'est que on va essayer de comprendre ce que le patient nous dit, peut-être lui poser des questions complémentaires pour aller plus loin dans le diagnostic, mais un petit peu comme le ferait un médecin, pour arriver sur un diagnostic le plus précis possible. Et cet algorithme, il a été raffiné, réentraîné, comme on dit maintenant, depuis 30 ans, même un petit peu plus, même 40 bientôt. Donc voilà, c'est pas nouveau, on fait déjà plein de choses avec des techniques qui sont peut-être un peu différentes, et pourtant ChatGPT arrive et on a l'impression que c'est complètement révolutionnaire. Et il a failli réussir le fameux examen de médecine. Alors GPT-4, la semaine dernière, a priori, était encore plus proche de le réussir. Donc, qu'est-ce que ça dit sur les études de médecine ou sur la technologie, hein? Dans les deux cas, on peut se poser des questions, mais on va voir avec la slide suivante que, en fait, il a réussi les examens, mais on s'est rendu compte que c'était sans doute sur des questionnaires qu'il connaissait déjà, qui avaient été utilisés pour l'entraîner. Alors, pour reprendre un petit peu les termes, ChatGPT, si vous avez un petit peu suivi, je vous la fais rapidement, a été entraîné avec beaucoup de données, de textes, de corpus de textes, d'informations diverses et variées. On ne sait pas trop sur quoi. En tout cas, OpenAI n'a jamais voulu communiquer, et notamment sur GPT-4, en disant on ne vous dit pas avec quoi on a entraîné l'algorithme. Bon, ça peut poser des soucis, notamment en santé, on y reviendra plus tard. Et surtout, on se rend compte que quand on essaye de faire passer un examen, que ce soit du médical ou du barreau, à GPT-4, mais sur des questionnaires plus récents, et donc qui ne sont pas dans sa base de données, c'est plus compliqué. Petit bémol, donc. Parce que comment fonctionne ChatGPT assez simplement, finalement, et c'est un peu le problème aussi, c'est que on a des petits points d'interrogation, c'est ce que je disais, c'est les contenus qui ont servi à entraîner l'algorithme de ChatGPT, à l'entraîner à comprendre, puis à répondre éventuellement. Et ensuite, nous, en tant qu'utilisateurs, on fait comme Lionel nous a montré tout à l'heure, ou comme quand je lui ai posé la question, ne pouvait-il devenir médecin, on lui pose une question, ou on lui demande de réaliser une tâche, et ensuite, on a la réponse. Voilà. Très simple, et pour le grand public, forcément, ça paraît magique. Vous, quand vous avez voulu essayer, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant d'utilisateurs, c'est ce côté un peu magique. On pose une question, même parfois un peu alambiquée, pour essayer de le piéger, et il nous sort une réponse qui paraît, en tout cas, à peu près cohérente, syntaxiquement, lexicalement correcte, mais derrière, ça pose évidemment plein d'autres questions. Alors pour reprendre un petit peu le fil, comment on entraîne un assistant intelligent ou chatbot, agent conversationnel, on l'appelle un petit peu comme on veut, il y a deux côtés. Normalement, en tout cas, quand on travaille à l'ancienne, si on veut, on a une partie compréhension de la question, c'est la partie qui est à gauche. Donc on a besoin d'avoir un historique de conversation sur le sujet qui nous intéresse. Si on est sur le médical, on va potentiellement aller compulser aussi de la littérature médicale pour comprendre les termes, pour voir ce qui s'est passé, les diagnostics qu'on peut avoir déjà, une espèce de jurisprudence, si on veut, sur plein de cas et de sujets différents. Après, on utilise un algorithme, peu importe quel type d'algorithme, il y a plein de façons de faire, notamment des façons de faire qui ressemblent un peu à ChatGPT, pourquoi pas, mais en tout cas, on a la main sur les données qu'on donne à l'algorithme pour qu'il comprenne et qu'il s'entraîne. Et puis de l'autre côté, une fois qu'on a compris, on va générer une réponse. Alors cette réponse, elle peut venir de plein de cas de figure différents. On peut avoir ce qu'on appelle un art de décision. Alors en médecine, c'est assez pratique. Un art de décision, c'est simplement, on a des données en entrée, on pose des questions supplémentaires et petit à petit, on arrive à un résultat.
On peut avoir des bases de connaissances où on a classiquement X centaines, dizaines ou centaines de questions ou d'informations, et on va aller piocher dedans parce qu'on a besoin de ce bout de contenu pour répondre. Et on peut avoir aussi des dictionnaires, des synonymes, de façon un peu plus à l'ancienne si on veut, mais qui fonctionnent très bien. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Lionel, je te laisse expliquer. On a une nouvelle question, on comprend, et ensuite on génère la réponse, et on a une réponse. Donc, vous voyez que le chemin est quand même un peu plus complexe, et surtout, on peut avoir la main à l'ensemble des étapes, ce qui est quand même assez différent de ChatGPT, et on y reviendra un petit peu après sur les questions un peu plus éthiques. Exemple très concret, comment on pourrait fluidifier le suivi post-opératoire? Alors le suivi ambulatoire en France, c'est un vrai sujet. On a 44% des patients français qui ne sont pas recontactés après une chirurgie ambulatoire. C'est les chiffres ISATIS nationaux, hein. 2022 d'ailleurs, c'est même presque pire, je crois, de mémoire, il faudra vérifier. Mais on reste à peu près sur un Français sur deux. Donc ils sont opérés dans la journée, qui rentrent chez eux et qui ne sont pas recontactés ensuite, tout simplement parce que les secrétariats et les assistantes médicales n'ont pas le temps ou éventuellement ont beaucoup de choses à faire, si elles n'ont pas le temps, elles le font pas. Et le patient, évidemment, s'il n'a pas ça, soit il va aux urgences, des fois pas forcément pour grand-chose, simplement parce qu'il n'a pas été rassuré comme il fallait, soit il finit sur Doctissimo et avec les implications que ça peut avoir, évidemment, on ne le souhaite pas. Sur ce suivi ambulatoire, on a un score de satisfaction qui est en dessous de 7 sur 10, alors que tous les autres items de prise en charge, en hospitalisation, sur place, la façon d'expliquer, la façon d'accompagner dans les murs, ça se passe bien, les indicateurs sont à plus de 8, mais sur le suivi, il y a un souci. Et pourtant, 80% des litiges sont liés au suivi. Évidemment, suivi mal fait, patient laissé un peu dans la nature, c'est là que les problèmes peuvent arriver. Et donc le chiffre de 6 à 8 heures par semaine pour l'équipe médicale, c'est mon associé qui est chirurgien oral, donc qui opère principalement au bloc opératoire. Mais le fait de rappeler tous les patients le lendemain et de gérer tous les appels, les SMS, les emails entrant toute la semaine pour lui et pour ses assistantes, on a calculé 6 à 8 heures par semaine passées sur de l'administratif, qui des fois peut être assez simple sur une extraction de dents de sagesse. Avoir 10 appels entrants dans la journée pour dire 10 fois mettez de la glace, c'est un peu dommage. On peut utiliser ce temps-là un petit peu mieux, et notamment en étant un peu plus au fauteuil et avec le dentiste. Donc solution 1, un médecin qui serait un médecin intelligent qu'on va dire à la ChatGPT, parce que c'est les mêmes algorithmes qui tournent derrière. C'était GPT-3 à l'époque, je pense. Oui, c'est écrit d'ailleurs. Et donc on voit un patient qui se sent pas bien et qui a envie de se suicider. Ce qui peut arriver, hein, d'autant plus aujourd'hui avec tous les sujets de santé mentale qu'on a post-Covid, malheureusement. Et donc le robot lui répond je suis désolé d'entendre ça, mais je peux vous aider. Et donc le patient qui est à patient test, je vous rassure quand même, poursuit son raisonnement et demande est-ce que je devrais me suicider? Alors à votre avis, qu'est-ce que le robot va répondre? Bon, Il Lionel, ne faut pas se suicider, j'espère. on espère. Lionel, verdict? Si, franchement, vous devriez. C'est la réponse du robot, hein, bien sûr. Parce que c'est généré automatiquement, on n'a pas la main dessus, et le but, vous l'avez peut-être remarqué en utilisant ChatGPT, c'est que ChatGPT, dans la majorité des cas, il est entraîné, par conception, ça se fonctionne comme ça, il va aller dans votre sens. Parce qu'il veut que l'humain en face soit content. Et donc ça, c'est très facile à expliquer, et c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Et évidemment, quand on est sur des sujets de santé, on évite d'avoir ce type de réponse, et on voudrait avoir un peu plus la main sur ce que le robot va répondre, d'autant plus de façon totalement autonome et potentiellement en relais d'un professionnel de santé. Évidemment, on ne peut pas se contenter de ça. Solution 2. ChatGPT, forcément, pour être dans le thème. Et là, je lui ai posé la question en faisant ce qu'on appelle une prompte un peu plus complète, en se disant, si je veux un avis, entre guillemets, avis médical ou un conseil en tout cas, il faut que je lui en donne un peu plus que juste j'ai mal. Et donc, je lui dis, bonjour, je suis un homme de 34 ans avec des antécédents cardiaques. Je me suis fait extraire 4 dents de sagesse avant-hier. Jusque-là, tout allait bien, mais ce matin, j'ai mal. Que dois-je faire pour gérer ma douleur? Bon, vous imaginez qu'aucun patient ne va taper tout ça, ça on est d'accord. Mais voilà, vous avez une réponse avec 5 conseils qui valent ce qu'ils valent. Faudra demander à Marilyn qui est dans la salle. Mais en tout cas, qui finit en disant si la douleur persiste ou s'aggrave, consultez votre dentiste. Puis voilà, au final, les conseils sont là, mais bon, avec tout ce qu'on peut, enfin voilà, c'est quand même à prendre avec des grosses pincettes. Donc, solution 2, ChatGPT, vous voyez aujourd'hui, compliqué.
Et solution 3, évidemment, j'en arrive à S6PO, dont parlait Adèle tout à l'heure, où là, l'idée, c'est d'avoir un dispositif qui est le plus accessible et fiable possible, où tout simplement, le lendemain de votre opération, vous allez recevoir un SMS. Dans ce SMS, vous cliquez sur un lien, et il y a un petit robot qui se présente comme un robot étant un complément de l'équipe médicale, hein, on remplace personne. Simplement, on veut que le suivi soit bien fait, donc on ajoute une modalité de contact, et le petit robot vous prend en charge en quelques questions, et déjà, il vous demande si ça va, ce qui est déjà pas mal. Et c'est des fois suffisant, simplement, de se sentir écouté. Et si ça va pas, le robot est capable de comprendre. Là, vous avez l'exemple de « j'ai mal aux dents » sur le screen de droite. Et le robot répond « d'accord, je comprends, nous allons gérer ça ensemble, pour ça j'ai quelques questions ». On ne fait pas un diagnostic très précis, mais simplement de savoir si c'est gérable en redonnant les conseils, qui sont des conseils que le patient a déjà eu sur une feuille en préopératoire, mais 10 ou 15 jours avant l'opération, qu'il a oublié, qu'il a perdu, qu'il n'a pas lu, comme nous tous, hein, on ne va pas le blâmer forcément. Et l'interaction se fait comme ça, et le patient sait que quand ça va le chatouiller un petit peu, souvent évidemment la nuit quand le chirurgien dort et que les urgences sont en danger, il va revenir parler à la 6PO parce qu'il a compris qu'il avait quelqu'un ou quelque chose pour lui répondre. Et donc on passe de 44% des patients qui ne sont pas recontactés à 100% des patients qui sont contactés, forcément, qui reçoivent le SMS. Alors après, ils viennent pas, en tout cas à 75, plus de 75%, ils viennent, ils cliquent, ils viennent donner des nouvelles. Et s'il y a des alertes, on vient prévenir le chirurgien, et il se concentre uniquement sur des cas qui en ont vraiment besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que même les patients pour qui ça va bien, on leur dit toujours, je suis toujours là pour vous aider, si vous avez un souci, n'hésitez pas. Et simplement, les patients nous disent merci. Voilà, donc c'est un bon indicateur. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que c'est garanti sans ChatGPT. Tous les conseils sont écrits et validés par des médecins. Et tout est testé auprès de professionnels de santé qui valident tout ça. Donc il n'y a aucun contenu généré à la volée par un outil du type ChatGPT parce qu'on veut que ce soit fiable et que ce soit possible de l'évaluer aussi sur le long terme. Et donc A6PO, au-delà d'être, au début, hein, on le pensait comme étant l'assistant du chirurgien, mais au-delà d'être l'assistant du chirurgien, il est aussi l'assistant des assistantes, qui du coup gagnent du temps sur ce temps administratif et de conseil, alors même si on est très content de rappeler les patients et de savoir que tout va bien, mais voilà, si on peut gagner du temps là-dessus, c'est pas mal. Et donc c'est ce qui est le cas aujourd'hui, avec un très bon score de satisfaction des patients qui sont très contents de comprendre de leurs nouvelles, et surtout beaucoup de temps gagné pour l'équipe médicale. Autre exemple, analyser, extraire, structurer de la donnée. Exemple du CHU de Bordeaux avec l'INSERM, qui a lancé une étude, je ne sais pas si vous l'avez vu passer à l'époque. Alors, ils ont eu de la chance, entre très gros guillemets, de lancer leur étude au début du Covid. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé tous les comptes rendus des régulateurs SAMU. Donc, tous les appels entrants au SAMU, qui sont rédigés par différentes personnes, qui sont rédigés dans un langage des fois un peu abrégé, avec du langage médical que des fois même eux seuls comprennent. L'idée, ça a été de compiler tout ça et de faire tourner un modèle qui est un modèle de langage qui est le même que ce qui est derrière ChatGPT, mais pour analyser. Là, on ne générait pas de prédictions, enfin de conseils directement à des patients qui appelaient le SAMU, évidemment. Par contre, on était capable d'analyser toute la remontée du SAMU pour comprendre, dans une dimension de santé publique, comprendre quelles étaient les maladies saisonnières, quels étaient les symptômes du moment, et potentiellement prévoir ce qui pouvait arriver ensuite. Et notamment, là, en temps de Covid, ça a été de pouvoir comprendre les symptômes Covid en analysant ces premières remontées pour aller plus vite sur comprendre quels sont les symptômes réellement du Covid et de faire le lien avec les tests derrière et comprendre les pertes de goût, d'odorat, etc. qu'on ne comprenait pas au début. L'idée, c'est d'avec un modèle comme ça, si jamais, évidemment, je ne nous le souhaite pas à nous tous, il y a une prochaine crise qui ressemble à la crise du Covid, potentiellement, on a un algo qui est déjà un peu entraîné sur le sujet pour détecter ces signaux faibles et nous permettre de mieux comprendre ce qui peut éventuellement se passer ensuite. Donc on analyse, on extrait des choses, on peut avoir des prédictions éventuellement qui peuvent amener à des prises de décision sur des sujets de santé publique, mais en tout cas, c'est des décisions qui sont évidemment prises par des vrais humains sur base d'une analyse, et on ne va pas générer quoi que ce soit, on va utiliser ce type d'algorithme en analyse. C'est important sur cette différence entre ce qu'on imagine de ChatGPT qui génère du texte et du contenu, et cette partie analyse, extraction qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et avec beaucoup moins de risques. Après, ça dépend ce qu'on en fait, bien sûr. Mais en tout cas, cette partie analyse nous pose un petit peu moins de soucis que la partie génération de contenu auprès du grand public.
Autre exemple que vous avez peut-être vu passer, qui a été annoncé la semaine dernière, Nabla, Copilot, qui part du même principe en disant on utilise ces algorithmes-là, type ChatGPT, parce que c'est très puissant sur le langage. Par contre, on a compris les limites et on ne va pas s'amuser à faire de la génération de texte. Donc eux, pareil, en analyse de conversation, pour extraire des données, notamment sur les téléconsultations. En cours de téléconsultation, tout ce qui se dit est retranscrit et on peut, à partir de ça, déduire un motif de visite, des symptômes, pourquoi pas un historique de maladie, etc. Simplement en écoutant, entre guillemets, ou en lisant ce que le docteur et la patiente se disent. Et ça fait gagner beaucoup de temps sur la transcription. Et il n'y a pas de décision compliquée, entre guillemets, qui est derrière. Il n'y a pas un diagnostic qui est posé par l'intelligence artificielle. Encore une fois, on est vraiment sur cette partie d'analyse et de faciliter le quotidien. C'est un petit peu le sujet de la 6PO aussi, c'est faciliter le quotidien, faire gagner du temps sur des tâches qui sont chronophages, mais qui n'impliquent pas directement de décisions médicales complexes, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, on ne le recommande pas en tout cas aujourd'hui. Alors, quelques pistes pour ouvrir le débat, parce qu'on a un petit peu de temps devant nous après, je crois. Premièrement, la responsabilité et la garantie humaine. Alors, David Gruson serait là pour en parler, il en parlerait sans doute mieux que moi, mais c'est le sujet principal et c'était en filigrane de mon intervention depuis tout à l'heure, c'est de se dire que les modèles d'intelligence artificielle qui sont appliqués à la santé, que ce soit de l'analyse d'images pour la radio, etc., qu'on connaît depuis des années, ou des sujets qui ressemblent un petit peu plus à ChatGPT, doivent être conçus et évalués avec les professionnels de santé, qu'on évalue évidemment un rapport bénéfice-risque, hein, comme pour tout outil à disposition des médecins. Est-ce que les modèles, alors je les ai appelés fondations, je vais expliciter très rapidement, c'est les modèles qui sont derrière ChatGPT par exemple, en se disant ce sont des algorithmes qui sont entraînés sur un gros volume de données, on ne sait pas forcément trop quoi, mais tout le monde va se brancher dessus parce que c'est facile. Je schématise hein, à dessein. Sauf que ces modèles-là sont évidemment contrôlés par OpenAI, Microsoft, Google pour Bard, etc. Dont on n'a pas trop la main dessus et surtout on se dit que ce sont les seuls modèles possibles parce qu'ils sont mis en avant par ces mastodontes et notamment ChatGPT qui aujourd'hui est rentré dans le vocabulaire assez grand public. Pourtant, il y a d'autres façons de faire qui sont moins gourmandes en données et qui sont plus faciles à auditer. Et pourtant, on a appelé, alors Stanford et d'autres ont appelé ces modèles les modèles fondations en disant c'est un nouveau standard, c'est forcément ces modèles-là qu'il faut utiliser. Bon, je pose la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est une bonne chose? Pas sûr. Est-ce que ça peut être fait autrement? Sans doute. La problématique des données de santé, pareil, évidemment, hein, quand vous parlez à ChatGPT, l'exemple de tout à l'heure, en lui donnant quelques antécédents, l'âge, etc., il les garde hein, ensuite en mémoire. Qu'est-ce qu'il en fait? On ne sait pas trop. ChatGPT peut-il être certifié dispositif médical? C'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. Alors, en l'état, non, évidemment. Par contre, est-ce qu'on peut travailler sur des outils à destination des médecins et ou des patients qui, eux, rendent un service et qui nécessitent le marquage CE dispositif médical? Oui, pourquoi pas. Mais ChatGPT en l'état, non. Bien sûr que non. Alors, gros sujet, et je suis très content d'ailleurs que le Club Digital Santé m'ait invité ce soir. Il y a un gros sujet de vulgarisation, d'explication et d'échange, comme on fait ce soir, pour éviter justement tout ce qu'on voit dans beaucoup d'articles de presse, d'autant plus depuis novembre et ChatGPT. Rien n'est magique, hein, c'est des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles de responsabilité, des nouveaux modèles organisationnels aussi. Parce qu'on parlait tout à l'heure au cabinet dentaire de l'assistant des assistantes, ça redistribue le temps disponible, ça modifie plein de choses dans l'organisation au quotidien des professionnels de santé, donc ça implique quand même pas mal de choses. Il y a des sujets de confiance qui sont importants. L'IA, ça fait peur ou ça fait rêver, mais c'est rarement au milieu, donc c'est important de remettre un petit peu, d'éclairer un petit peu tout ça. En tout cas, j'essaye à mon échelle de le faire. Et aussi sur les sujets, ChatGPT va-t-il nous remplacer au travail? On a vu beaucoup d'études sortir cette semaine. Quels sont les métiers qui vont être remplacés, etc., etc. Bon, évidemment, pas le chirurgien demain avec ses mains, mais voilà, faut réussir à prendre un peu de hauteur sur tous ces sujets-là. Et j'espère que avec ce qu'on échange ce soir, ça va nous y aider tous. Un sujet de société, pour de vrai.
Alors là, pour prendre un exemple très concret, il y a quelques semaines, j'avais été invité à présenter à une audience du Rotary Club, qui pour le coup étaient des gens très bien hein, et très bombardés par les médias un peu plus grand public que ce que nous, on peut avoir dans notre veille un peu technologique. Ils avaient peur, clairement, ils avaient peur. Mais après 20 minutes ou 30 minutes d'explication, en prenant le temps d'expliquer comment ça fonctionne, c'était déjà plus facile d'échanger et de comprendre. Parce qu'il faut bien sûr réussir à comprendre tout ça pour se donner des axes de travail sur jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette délégation de tâches à l'intelligence artificielle. Jusqu'où, c'est pas forcément un jusqu'où technologique, parce qu'on pourra sans doute faire plein de choses. Est-ce qu'on voudra réellement les implémenter? Ça, c'est encore un autre sujet. L'IA peut-elle sauver notre système de santé? Alors ça, je vous laisserai juge, mais évidemment, je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants, notamment de moyens et de personnel et de formation à gérer avant d'imaginer que l'IA puisse à elle seule, avec ses petits bras, qui n'a pas de bras d'ailleurs, sauver notre système de santé. Et comment articuler la technologie avec notre modèle social? Finalement, c'est la synthèse de tous ces points-là, de se dire jusqu'où on va, jusqu'où on est prêt à aller, jusqu'où les patients, parce qu'on est dans la santé, jusqu'où les patients sont prêts à aller en confiance, et jusqu'où on se dit que oui, ça peut être une partie de la réponse, mais sans doute pas toute la réponse, et bien sûr pas toute la réponse. Eh bien, super. Thomas, merci beaucoup pour cette intervention. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une session de questions-réponses à la toute fin, après l'intervention de Shams. Je rajoute juste deux choses, Thomas, que tu n'as pas abordé dans les sujets, mais que je sais que tu connais bien aussi, c'est toute la question du copyright et de la propriété intellectuelle. Il y a eu une jurisprudence aux États-Unis d'une autrice de bande dessinée qui dernièrement s'est fait débouter sur le copyright parce qu'elle avait généré ces images par Midjourney. Et effectivement, on a considéré du coup qu'elle n'avait pas le copyright sur sa bande dessinée. Et puis, il y a la vraie question de la propriété intellectuelle de ce qui est créé à travers ChatGPT. Et ça aussi, ça ouvre des perspectives intéressantes. Chanfi, merci encore Thomas. Et c'est nous qui sommes honorés de ta présence aujourd'hui. Donc voilà, on échange après tout à l'heure. Et Chanfi, la parole est à toi. Et je suis celui qui appuie sur les slides avec grand plaisir, Shams. Donc n'hésite pas à me dire quand je dois passer 2 slides. Je vais prendre une seconde pour 2 minutes pour présenter Shams, en fait, que j'ai rencontré, j'étais à l'époque étudiant, ça remonte, il y a 2 ans au MBA DMB ILT de l'EFAP. C'est la première personne que j'ai entendu nous parler d'IA conversationnelle, de ChatGPT ou autre. En tout cas, il avait une approche assez didactique qui était intéressante pour comprendre toutes ces technologies-là au-delà de l'usage. Donc, il avait une approche qui était assez intéressante, qui m'a complètement bluffé. Et depuis, j'ai un peu appris à le connaître, un petit peu, en voyant un peu de ce qu'il fait. Il organise pas mal de lives ouverts à tout le monde sur LinkedIn. Il est très spécialisé sur Power BI, il était passé aussi par la case data analyst, et il l'est toujours, je pense. Il fait aussi du business intelligent. Bref, moi, c'est un défricheur. Pour ne pas dire un bricoleur de la data. Et il arrive toujours, donc il travaille tout seul dans son coin sur des sujets qui s'autosaisissent et parfois en présentant des résultats assez impactants, notamment sur ce qu'on attend. On voit ChatGPT, tout le monde l'utilise, mais personne ne sait exactement comment ça marche. Et il est arrivé toujours à montrer un exemple assez simple, accessible à tout le monde. Et j'espère qu'il pourra nous faire la démonstration ce soir. Et je le laisse finir. J'ai oublié aussi le MBA DMB dont on est partenaire. En fait, le Club Digital Santé est partenaire, ouvre sa 4e session là. Donc, il est en plein recrutement à la recherche d'étudiants qui ont envie de se lancer dans ce MBA. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Et vous avez, entre autres, dans le club des professeurs qui interviennent dans ce MBA, il y a Lionel et Rémi qui se cachent derrière sa belle photo. Voilà. Shams, à toi.
Micro. On Non, t'entend pas. Shams. Et là? Ah, Super. super. Ok. Merci Jean-Philippe pour cette superbe introduction, ça me fait rougir. Quoi dire de plus me concernant, peut-être un peu dans les détails, c'est vrai que je bricole, c'est vraiment, je suis un défricheur de la donnée et de l'intelligence artificielle dans un deuxième cadre, on va dire en arrière-plan, je défriche l'intelligence artificielle, mais en premier plan, c'est principalement les données, et j'ai deux axes de travail, c'est les données privées et les données publiques. Et donc, dernièrement, durant les 6 derniers mois, j'ai exploré quelles sont les applications des intelligences artificielles pour nous aider à donner du sens sur les données privées ou publiques qui sont de nature textuelle. Je fais de la data vis, je fais de la représentation de données pour les entreprises, mais ça reste des données qui sont numériques. C'est très facile à manipuler et on a toujours une source. C'est-à-dire quand on fait une somme ou une moyenne, on sait que derrière, il y a une liste de chiffres et que c'est validé. Maintenant, le challenge, c'est comment on fait pour faire de l'intelligence avec du texte. Et le sujet sur lequel je travaille surtout, c'est la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Donc, je m'éloigne un peu du cadre médical qui est très concentré sur le patient. Et là, on voit juste les professionnels de santé et de manière générale, pas que les professionnels dans l'hôpital, mais aussi les professionnels qui font partie de l'écosystème des entreprises qui nourrissent le domaine médical. Il y a beaucoup de connaissances, on ne peut pas s'attendre à ce que tous les professionnels sachent tout dans le domaine médical. Et aujourd'hui, on va voir comment les IA conversationnelles peuvent nous aider à naviguer dans ces données. Donc, slide suivante. Donc là, j'ai volontairement laissé le double X parce que je ne réussissais pas à trouver quel était le taux d'épuisement des professionnels de santé en France parce que les études, elles étaient trop larges. Il y en a qui disaient 30%, d'autres qui disaient 90%. Mais on peut considérer que voilà, il y a un taux d'épuisement des professionnels de santé. On n'a pas besoin d'un chiffre, il existe. Et il y a une théorie, donc slide suivante, il y a une théorie qui dit que l'épuisement des professionnels de santé, en fait, il a un impact direct sur la qualité et le coût. J'ai d'abord mis le coût, parce qu'en fait, c'est du temps de travail en plus, c'est du temps qui n'est pas alloué aux soins. Et en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les domaines aussi. Quand on a beaucoup de données et qu'on doit prendre des décisions qui sont basées sur les données, tout de suite, si on ne navigue pas de manière efficace dans ces données-là, ça peut être des données numériques, des données textes non structurées. Si on n'est pas efficace, en fait, ça a un impact directement sur la qualité du soin, parce qu'on a moins de temps pour le soin, et en plus, avec effet d'échelle, nous-mêmes, on est fatigué, donc on n'est plus efficace dans notre travail. Et donc, c'est cette hypothèse-là, je dis que c'est une hypothèse, c'est cette hypothèse-là que j'essaie d'adresser dans mes recherches et mes cas d'usage et mes applications avec les entreprises pour voir si les IA peuvent les aider à juste réduire la charge mentale au travail. Donc, comment ça marche? Moi, je vais faire une petite introduction un peu simpliste de comment fonctionnent toutes ces technologies. En fait, ces technologies, elles sont très, très bêtes. Elles sont très bêtes, mais elles sont très puissantes. Donc, c'est deux mots qu'il faut garder. Elles sont bêtes parce qu'en fait, elles ne font que prédire le mot suivant. Un peu comme ce qu'on fait nous, d'ailleurs, quand on parle, on prédit le prochain mot. Et ces IA, en fait, ne comprennent pas beaucoup ce qu'elles disent. Par contre, elles savent très bien quelle est la probabilité qu'un mot vienne à la suite d'une autre. Un peu comme ce que vous avez sur vos téléphones, quand vous avez vos claviers de saisie prédictive. Voilà, on voit l'image. Cette technologie est capable d'identifier, ou d'assurer. Voilà, c'est 3 mots possibles. D'accord. Et les mots vont exister dans un univers. Imaginez un grand graphe connecté qui est une matrice au final. Dans les serveurs, c'est une matrice, mais nous, dans notre imaginaire, pour notre théorie, on va imaginer un arbre. Et en fait, les mots sont connectés entre eux avec des poids. Donc ça, c'est pour un peu démystifier ce qui existe vraiment derrière la technologie. C'est tout simplement des mots avec des poids et il y a des algorithmes qui vont nous aider à deviner le mot d'après. D'accord? Que ça soit GPT-3, GPT-4, ChatGPT, toutes ces technologies-là ne font que prédire le mot d'après. Et dans la slide suivante, je veux que vous gardiez en tête 3 composantes principales de toutes ces technologies-là. Bien sûr, il y en a d'autres, mais dans ma partie à moi, pour comprendre comment on peut exploiter ces IA
pour nous faciliter le travail, j'ai besoin que vous gardiez en tête qu'il y a un corpus documentaire très important. Il y a toujours une source d'information. Ce corpus documentaire, aujourd'hui, il est à peu près égal à 570 gigas. Il ne fait que grandir, bien sûr, au fur et à mesure, ils vont pouvoir intégrer les données privées des entreprises, les données qui sont sous licence. Donc voilà, on a un corpus documentaire, tout est basé sur ce corpus. Si on entraîne, par exemple, les IA juste sur un corpus en anglais, en fait, elles seront très très bonnes en anglais. Et si on l'entraîne sur des corpus avec d'autres sources de données, elles seront fortes dans ces domaines-là. Donc, il y a un parallèle à faire avec le domaine médical. Si on entraîne des IA juste sur le domaine médical, très spécialisé, peut-être qu'elles sont un peu plus efficaces. Et d'ailleurs, on arrivera à la fin de cette slide, on parlera justement de cette IA qui est spécialisée dans le domaine médical. La deuxième chose, une fois qu'on a, on reste sur cette slide. Deuxième chose qu'on a, c'est le modèle. Donc, on a un corpus documentaire, mais en fait, c'est pas grâce à ça qu'on va générer des chatbots. C'est principalement après l'avoir fait passer dans un cerveau. Donc, il y a des documents qui sont non structurés, c'est que du texte. Et en fait, il faut que ces documents soient transformés en langage machine. Donc, il faut qu'ils soient, par exemple, chaque mot va être transformé en chiffres ou en vecteur de chiffres. Comme ça, les machines pourront l'interpréter, le mettre dans leur matrice et pouvoir se balader entre tous ces concepts-là pour faire justement leur prochaine prédiction. Et ces modèles, vous allez souvent en entendre parler sous le terme de LLM. En fait, ChatGPT, c'est le nom du produit que propose l'entreprise OpenAI, mais en fait, ils évoluent tous. Il s'agit de en fait, large language model. C'est des langages de modèles de données qui sont larges, tout simplement. C'est des modèles de langage qui sont très, très larges. Voilà, ça, c'est le cerveau. Et en fait, la plupart des entreprises aujourd'hui sont à la course. Le corpus documentaire, il est assez facile parce que en fait, on peut le récupérer sur Internet, on peut le récupérer sur des paquets qui existent déjà. Donc, c'est pas là où se trouve vraiment la complexité. La complexité, c'est dans la fabrication de ce cerveau qui est au milieu, donc le modèle. Et à la fin, on a des moteurs. Donc, les moteurs, c'est ce qui nous permettent d'accéder. C'est une façon très, très schématique, hein, très, très simpliste. On a les moteurs qu'on appelle les API. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans toutes les technologies, dans toutes les entreprises. C'est pas forcément lié à ChatGPT ou OpenAI. C'est tout simplement la machine qui va nous permettre de transformer notre requête en signal qui va être envoyé au modèle. Le modèle va faire des calculs, renvoyer une réponse et tout va se faire à travers l'API. Et donc aujourd'hui, ce que vous pouvez exploiter quand vous travaillez avec une technologie comme ChatGPT ou autre, ça va être principalement l'API. Donc, comme vous voyez, j'ai mis un petit cadenas sur le corpus documentaire. Ça appartient à l'entreprise, on ne pourra jamais le voir. Un petit cadenas sur le modèle, ça appartient à l'entreprise aussi, on ne pourra pas le voir. Mais ce qu'on pourra exploiter, c'est l'API. Donc, le public, c'est comme ça que d'ailleurs OpenAI va se faire de l'argent et en train de se faire de l'argent, c'est en donnant accès à l'API. Ça va être une facturation, par exemple, de 2 centimes pour 1000 tokens. Donc, les tokens, c'est un mot, c'est 4 tokens, par exemple, entre 4, 5, 6 tokens. Et ces entreprises se rémunèrent en nous facturant principalement l'accès à leur cerveau, à leur modèle de données, à travers les API. Voilà. Donc ça, c'est pour imaginer un peu avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe derrière ces entreprises. Maintenant, on va passer à la slide suivante où je vous montre tout simplement que le chat qu'on a dans ChatGPT, il est composé de 3 éléments. Qu'on a un système expert, d'accord? On va le conditionner, on va lui dire tu vas te comporter comme un assistant virtuel qui va faire du post-opératoire pour des patients à domicile. Donc la machine va comprendre un peu le contexte de notre discussion. Et par la suite, l'utilisateur va poser une question et l'assistant va faire une réponse. L'utilisateur envoie un prompt, donc c'est cette fameuse requête. Et ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va se servir de 3 choses. Elle va se servir du système qui lui a été donné, de la phrase de l'utilisateur, mais aussi de tout son corpus documentaire, de tout son modèle, pour prédire le prochain mot. Donc elle va commencer par prédire les premiers mots, bonjour, il est préférable. Et en fait, tout va être fait dans une même chaîne. Donc à chaque fois qu'on prédit par exemple le mot préférable de la partie assistant, et qu'on veut prédire le mot d'après qui est d'éviter, on va essayer de lire toute la chaîne de caractères. Donc on va reprendre tous les mots qui existent dans notre
phrase d'utilisateur, dans notre phrase du système, pour pouvoir générer le mot d'après. D'accord? Donc ça, c'est pour un peu démystifier. Thomas l'a bien présenté. Moi, j'en ai besoin pour ma démonstration, pour vous montrer qu'il n'y a rien de très complexe dans l'exploitation de ces machines, tant qu'on a le bon modèle, tant qu'on a le bon corpus documentaire et tant qu'on a trouvé le bon système. Voilà. Donc, avec ces éléments-là, j'espère que vous avez compris un peu comment fonctionnent ces machines. Maintenant, on va passer à la slide suivante, où la partie chat, au final, c'est juste une suite de conversations avec un système qui est toujours le même. Et on va avoir l'utilisateur qui va dire quelque chose, l'assistant qui va répondre. Ça, d'ailleurs, c'est la structure vraiment. Si vous avez compris ces structures, ça va être très facile de développer vous-même votre chat GPT pour le conditionner. Par exemple, dans le futur, dans un futur très proche, on peut s'imaginer que les modèles de ChatGPT ou d'autres entreprises vont être un peu plus efficaces sur le contenu médical. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans 2 ou 3 ans. C'est quelque chose qui existe d'ailleurs déjà aujourd'hui avec BioGPT. C'est un modèle qui est spécialisé dans le domaine médical, le secteur des biotech. Et donc, avec le bon prompt, avec le bon système, on pourra le conditionner pour qu'il réponde de manière précise à certaines questions qui sont basiques. Par exemple, quel est le dosage maximum pour telle molécule dans tel médicament, par exemple. Ça va être très pratique. Voilà. Ça, c'est pour vous présenter la partie conversationnelle. Maintenant, on va passer les utilisations pour la qualité de vie au travail. Étant donné la présentation du modèle que je vous ai fait auparavant, imaginons que dans un environnement médical, donc on a beaucoup de documents, on a des formations, on a des posologies, on a des recommandations, on a des papiers de recherche, des travaux, des procédures médicales aussi. Et en fait, la recherche de connaissances dans ce corpus documentaire, elle est parfois très fastidieuse. Les gens utilisent Internet avec des moteurs de recherche. Ils vont souvent atterrir sur les sites officiels comme celui du ministère de la Santé ou celui de la HAS ou celui des fabricants ou des entreprises qui vont préparer les médicaments, par exemple, ou les dispositifs médicaux. Ça, c'est le cas d'usage le plus classique. Et en fait, on va se servir des IA pour faciliter la recherche d'informations dans cet univers de documents. L'un des cas les plus classiques sur lesquels je travaille aujourd'hui, c'est aider des professionnels de santé à trouver la bonne information sur le site de la HAS. Et je vous montrerai la démo par la suite. On a aussi la réduction des tâches de saisie de données fastidieuses. Donc, il y a certaines entreprises qui travaillent aujourd'hui sur des commandes en langage naturel qui vont permettre d'inscrire des données dans des bases de données. C'est assez simple. Je pense que la statistique, elle est pour faire une manipulation sur des logiciels médicaux, il faut, je sais pas, 70 ou une centaine de clics pour faire des modifications de données. Là, on va pouvoir exploiter ces technologies-là pour dire à l'assistant d'effectuer une tâche, et cette tâche, en fait, elle sera transformée par la suite en code informatique. Voilà. Donc, le système va être conditionné pour, par exemple, vous êtes une machine qui aide à faire de la saisie médicale, de la saisie des données médicales. L'utilisateur va dire, je veux que vous modifiez le dosage de tel médicament dans le dossier du patient. Et en fait, l'assistant va générer tout simplement soit un code informatique, soit un petit bloc de code à injecter, des requêtes à envoyer tout simplement à la base de données de l'entreprise ou du système de données médicales. Voilà. Ça, c'est des trucs qui existent aujourd'hui d'ailleurs. Ça existe déjà. Si vous utilisez des logiciels en ligne, les logiciels commencent à mettre en place des chatbots qui vous permettent juste de dire modifie l'adresse de tel client, par exemple, ou modifie le numéro de téléphone de Champfil Mao, et tout de suite, en fait, la machine va comprendre qu'il faut faire une action. Voilà. Faciliter le suivi post-opératoire à télésurveillance, je ne vais pas revenir dessus, Thomas a très bien expliqué. Là, on a un avantage vraiment de décharger les professionnels de santé pour des procédures de suivi post-opératoire. L'un des cas d'usage les plus simples que tout le monde peut comprendre, c'est par exemple la récupération des données de santé du patient, donc c'est des données de suivi.
comme le poids, est-ce que vous vous sentez bien? On va envoyer des questionnaires, le chatbot va pouvoir récupérer les données encore une fois et les inscrire dans une base de données. Et les deux derniers sont vraiment très importants pour moi, même si je les ai mis en dernier, c'est pas pour autant que c'est la réduction de la fracture numérique. On voit aujourd'hui que dans plein d'institutions, on demande aux gens d'être compétents en digital, et ces technologies peuvent les aider. Les outils arrivent de plus en plus, que ce soit dans les entreprises ou dans le milieu médical ou dans le secteur public. On est en train d'outiller les personnes avec des technologies. Ces technologies sont parfois nouvelles, elles arrivent à une cadence assez incroyable. Tous les mois, on va avoir un nouveau logiciel. Il règle des problèmes, c'est génial, mais les gens n'ont pas forcément la disponibilité mentale pour apprendre des procédures. On a des logiciels qu'on va utiliser une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. On ne peut pas se souvenir de tous les endroits où on peut cliquer. Donc, c'est très pratique de pouvoir juste dire tiens, est-ce que tu peux m'ouvrir la fiche de tel patient pour son rendez-vous d'anesthésie, par exemple. Et là, on va avoir la fiche qui va s'ouvrir sans forcément faire une manipulation. Donc voilà, c'est le langage ces modèles de langage, ces nouveaux modèles de langage vont nous permettre en fait de réduire la fracture numérique et de faciliter l'accès, la saisie des données dans les formulaires. Et enfin, la transcription automatique, bien sûr, elle existe déjà. Des machines qui permettent de faire de la transcription. La puissance ce qui va changer avec ChatGPT et les autres technologies, c'est qu'on va avoir la partie sémantique. Encore, la partie sémantique, elle est très puissante parce que dans un rapport médical où le médecin a laissé des informations, par exemple, sur des traitements ou des observations, si un autre professionnel de santé pose une question, en fait, il peut la poser de manière très généraliste. Par exemple, est-ce que le patient a pris des produits de type ARA, donc les retardateurs de je ne suis pas un spécialiste, mais on le verra dans la démo d'après. La machine n'a pas forcément besoin de retrouver ARA dans le dossier du patient. En fait, ARA, c'est un sigle. Ils vont retrouver, en fait, ils vont faire une recherche sémantique sur tous les concepts ou les produits ou les termes médicaux qui sont liés au concept de ARA et vous ressortir les informations là où elles ont été retrouvées dans la partie, dans audio ou textuel. Voilà. Donc il y a quelques startups qui travaillent déjà sur ça et les résultats sont très prometteurs parce que c'est encore une fois une réduction du temps de recherche de l'information et faciliter tout simplement la prise de décision qui est faite au quotidien. Voilà. Donc, next slide. Les deux techniques majeures, les deux techniques majeures sur lesquelles qu'utilisent ces technologies sont la synthèse de contenu et la génération de contenu. Pour ma part, je travaille principalement sur la synthèse de contenu parce qu'elle réduit le nombre d'erreurs. Parce que tout simplement, quand on part d'un contenu, qu'on veut générer plus de contenu, vu que les intelligences artificielles ne font que prédire le mot d'après, elles peuvent en fait prendre un chemin dans leur logique, elles peuvent prendre un chemin qui n'est pas forcément le bon. Et c'est là où on peut avoir des aberrations, on peut avoir des incohérences. Alors que si on se concentre beaucoup plus sur la synthèse de contenu, c'est-à-dire qu'on va lui donner dans son système, par exemple, un dossier médical, et on va lui dire, réponds à une question dans ce dossier ou un corpus documentaire, les réponses vont être beaucoup plus précises parce que l'IA se sert exclusivement du texte qui a été donné auparavant pour vous donner une réponse ou vous extraire une réponse. Donc là, on va passer à la démonstration, une démonstration de synthèse de contenu. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, un cas d'usage assez classique. On va avoir, là, il y a des objets, donc il faut cliquer. Donc, dans le corpus, on va avoir le dossier du patient. Donc, quelque part, voilà, parmi l'historique du patient, on va voir le patient de sexe masculin âgé de 55 ans a été diagnostiqué avec une hypertension artérielle il y a 3 ans. Et il était initialement traité avec du losartan, puis il a été remplacé par du valsartan il y a 2 ans pour inefficacité. Et donc, on a la date de ce commentaire. Et par la suite, on va poser une question à
l'IA va poser une question en disant, l'utilisateur va poser une question, est-ce que le patient a-t-il pris des ARA au cours des 3 dernières années? Imaginons que voilà, c'est un nouveau docteur dans un nouveau contexte qui demande à avoir des informations pour mieux soigner son patient. Et en fait, l'IA va générer tout simplement une réponse basée sur ce corpus documentaire-là. Donc là, on va voir la réponse de l'IA. Oui, le patient a pris du losartan pendant 1 an, il y a 5 ans, parce qu'en fait, on a les dates des questions, mais a été remplacé par du valsartan il y a 4 ans en raison d'une efficacité. Depuis lors, il n'y a pas eu de changement dans son traitement. Par conséquent, il a pris du valsartan depuis. Voilà. Ça, c'est quelque chose que GPT 3.5, la version actuelle, fait très bien. Il y a quelques erreurs parfois parce que les dates ne sont pas forcément bien interprétées. Et les tests qu'on a fait avec GPT-4 sont assez bluffants parce que voilà, la nouvelle génération GPT-4 arrive à avoir beaucoup plus de sens, à donner beaucoup plus de sens aux dates. En fait. Donc, elle va générer des réponses qui sont beaucoup plus précises et aussi aller chercher dans le corpus documentaire de manière beaucoup plus fiable. Voilà. Donc, elle va moins essayer d'imaginer. Et au passage, en fait, ces fameuses API qu'on a citées au début, donc ces moteurs qui vous permettent de contacter les API, elles possèdent des paramètres. Donc, on peut dire à l'IA, est-ce que tu vas être très créatif ou est-ce que tu vas être très strict dans la réponse que tu vas renvoyer. Voilà. On appelle ça la température pour ceux qui sont curieux. Et donc, on a une température entre 0 et 1. À 0, l'IA va être très stricte. À 1 ou à 0,9, elle va être un peu imaginative. Voilà. Au passage, tout ce que vous voyez dans l'écran a été généré par ChatGPT. Donc, en fait, je lui ai donné l'exemple que je voulais démontrer et je lui ai dit de générer un dossier patient, d'imaginer une question et de répondre à cette question. Voilà. J'avoue, c'est pas moi qui ai trouvé ce cas d'usage. Je l'ai demandé et j'ai pris juste un petit morceau du dossier patient qui a été généré. Parce que je lui ai demandé de générer un dossier patient qui se lisait en 10 minutes et d'imaginer une réponse et de générer une question d'imaginer une question et de générer une réponse qui soit très rapide. Donc ça, en fait, ça permet de voir que au lieu qu'un professionnel scrolle dans un document ou fasse des contrôles de recherche, bah, on peut tout simplement poser des questions. Et là, il y a très peu de risques. Le challenge, bien sûr, c'est où est-ce que seront stockées des données, mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le fait d'avoir des LLM, ces fameux modèles de langage qui soient propriétaires. Donc, vous soyez souverain de vos données. Et je pense que en France, il y a des startups qui s'y mettront, qui sont déjà en train de travailler dessus. Mais c'est assez intéressant de voir quels sont les cas d'usage déjà avec ChatGPT sur des données, sur des fausses données, bien sûr. Donc, on va passer à notre petit exemple sur la synthèse de documents. Là, je ne pouvais pas travailler avec des documents privés, mais vous pouvez clairement faire la projection de ça sur des documents privés. Là, j'ai choisi de travailler avec la totalité des données qui sont sur le site de la HAS Santé. Donc vraiment la totalité du site. Le cas d'usage, il est assez simple. J'ai créé un chatbot qui est connecté en temps réel au site hassanté.fr. Il y a toutes les pages web qui sont référencées par Bing qui sont accessibles dans ce chatbot. Et en fait, l'objectif, c'est de faciliter la recherche sur des documents, donc même les documents PDF. Par exemple, on a des publications du CNEDIMS sur les avis du... Juste, Cham, il y a un bruit derrière toi. Ah, ok, 2 secondes. Il va engueuler la famille. Bah voilà, je voulais foutre barre le bazar, là, tu vois. En fait, je suis au bureau et il y a un atelier tout en bas. Je leur dis... Pour ça, d'accord. Bon, bah ouais. On n'a pas de réducteur de bruit sur cette plateforme. Alors, laissez-moi regarder. Non, mais c'est bon, là, c'est bon. Ok, ça marche. Allez, je vais reprendre le fil. Donc, en fait, l'objectif, c'est de faciliter la recherche sur le site. Et les réponses sont très précises parce qu'il y a toujours une source de notre réponse. Là, vous voyez l'exemple. J'ai demandé quel est le résultat pour le service attendu, obtenu pour le dispositif
CardioMems. Et en fait, la réponse a été extraite de la page du produit, donc directement sur le site de la HAS, et il vous donne aussi les informations complémentaires. Et en fait, ce chatbot permet de garder le contexte, donc au fur et à mesure, on va lui poser des questions, et il sait très bien que si on a validé le fait que c'est bien le bon dispositif, c'est bien la bonne page web, il va continuer à répondre en se servant du PDF que vous pourrez retrouver sur ce lien-là. Voilà. C'est des cas d'usage qui commencent à naître au fur et à mesure. Vous avez plein d'entreprises qui vont développer des outils pour permettre de faire de la recherche sur votre site et d'avoir accès à des questions beaucoup plus précises sur vos propres corpus documentaires. Donc maintenant, on peut imaginer la même chose faite sur des corpus documentaires privés, donc que ce soit des formations pour les professionnels de santé, que ce soit des documentations ou des processus, des procédures médicales aussi, on pourra assez facilement rechercher. Donc le cas d'usage le plus avancé, c'est bien sûr un chirurgien ou un professionnel de santé qui, pendant l'opération, va utiliser un chatbot vocal pour poser une question directement à ce corpus documentaire qu'il pourrait avoir de, je ne sais pas, cardiologie ou peut-être un produit spécifique. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que le patient qui a telle pathologie a des risques élevés ou faibles? Voilà. Là, on peut passer à la slide suivante. Donc, les points forts, c'est principalement que les réponses sont courtes et synthétiques. C'est pour ça qu'on utilise le ChatGPT et d'autres technologies pour faire de la recherche de documents. Ça me permet de garder le contexte. Donc, quand vous recherchez sur Internet, par exemple, à chaque fois que vous allez taper une requête, vous allez avoir une nouvelle recherche avec de nouveaux résultats. Et en fait, vous, ce que vous faites, c'est une exploration de connaissances. Donc, vous avez besoin qu'on garde le contexte, qu'on sache de quoi vous parlez. Et ça, c'est très puissant. Les réponses sont sourcées, donc il y a zéro risque d'incohérence et on peut toujours vérifier les sources de nos réponses. Là, vous voyez par exemple qui sont les patients qui sont traités qui sont concernés par le traitement de TigerTriver. Et là, la réponse vient directement du document PDF. Donc, les patients sont ceux qui sont atteints d'AVC ischémique en raison d'une occlusion. Voilà. C'est un texte qui est extrait directement. Moi, je considère qu'on n'a pas besoin d'avoir des IA généralistes, donc ces fameuses IA super intelligentes qui sont capables de répondre à tout. Non, les êtres humains peuvent très bien le faire, ils ont juste besoin d'aide pour trouver la bonne donnée très facilement. Sachant que souvent, on perd 80% du temps à chercher la donnée et 20% du temps à l'analyser. Il y a vraiment une demi-seconde de prise de décision. Donc là, l'objectif, c'est d'enlever ces 80% de recherche, d'accès à l'information, et de faciliter tout simplement la prise de décision pour qu'il y ait juste la réflexion autour. Voilà. Les développements futurs qu'on peut imaginer sont l'intégration dans ces modèles de données. Donc, il y a deux modèles qui existent aujourd'hui. Il y a GPT-4 qui est en train d'évoluer et il y a BioGPT. BioGPT, c'est un modèle qui est en open source. Vous pouvez le consulter sur Internet et si vous avez un peu de compétences en développement, vous pouvez aussi développer avec. Ce modèle, en fait, il a été entraîné sur les publications de PubMed. Donc, il est très spécialisé dans le secteur médical et dans le secteur bibliothèque. Et ça permettra, en fait, dans le futur, de comprendre un peu plus les questions qui sont techniques et de renvoyer des réponses qui sont encore plus synthétiques. Voilà, c'était tout pour ma part. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas vraiment de conclusion à faire comme Thomas. Moi, peut-être la conclusion que je ferai, c'est que ces technologies, en fait, elles ont un impact fort pour l'amélioration de notre accès à la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est déjà limité à des gens qui sont alphabètes, premièrement, qui ont accès à la lecture. Il faut savoir lire pour avoir accès à la connaissance. Et la deuxième chose, il faut avoir accès à Internet ou à une bibliothèque. Et après, commence le combat il faut savoir où trouver l'information. Avec ces nouvelles IA, en fait, on permettra à une bonne partie de la population qui n'a pas accès à Internet ou n'a pas accès à des bibliothèques ou ne sait pas utiliser les ressources qu'on a aujourd'hui, d'accéder à la connaissance sur des questions que l'humanité a déjà résolues. Je pense notamment aux gens qui font leurs thèses, qui font leurs travaux de recherche. Ils vont pouvoir facilement accéder à ces données, les professionnels de santé aussi, mais aussi tous les individus qui n'ont pas forcément l'opportunité d'avoir accès
à toutes les innovations, à toutes les découvertes qu'on a faites et qui pourront, par le biais de ces IA, aujourd'hui elles sont textuelles, mais dans un futur proche, ce sera des IA conversationnelles avec la voix, et on pourra leur poser des questions, elles pourront nous répondre. Voilà, c'est ma conclusion. Est-ce que l'IA va remplacer le médecin? Je ne pense pas, parce qu'il y a une responsabilité. Le médecin, pour moi, c'est une responsabilité. Donc, on ne peut pas le remplacer parce que l'IA ne pourra pas être responsable. Je ne pense pas que le directeur les CEO de n'importe quelle boîte d'IA ne prendront jamais la responsabilité de ce qui se passera si jamais l'IA tue quelqu'un. Donc, ce sera toujours de la responsabilité des médecins. Voilà. Ok, merci beaucoup Shams. On va faire la session questions-réponses, mais j'invite tout le monde à rester parce qu'on a pas mal d'actualités sur le club digital, les prochaines IRL, les prochains événements, pas mal de teasing sur ce qu'on va faire dans les semaines et les mois à venir. Mais on va tout de suite prendre les questions-réponses. Vous pouvez rallumer vos caméras, vos micros, et puis je crois qu'Adèle, il y a déjà des questions qui ont été posées dans le chat. En effet, je vais commencer avec la question de Myriam qui pose la question sur le secret médical. Donc, est-ce que toutes ces IA-là, ChatGPT notamment, mais aussi d'autres modèles de ce type-là, respectent le secret médical? Et si ce n'est pas le cas, quelle est la recommandation potentielle sur cet aspect-là, plutôt sécurité et secret médical? Alors aujourd'hui, non, pour être très clair. C'est un petit peu comme quand vous parlez, pour ceux qui ont Amazon Alexa chez eux sur une petite enceinte ou Google Home, ce que vous lui dites, ça part sur les serveurs d'Amazon, hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, si vous lui donnez des informations de votre propre chef, des informations de santé, eux ne sont pas capables ou n'ont pas envie ou ne veulent pas ou ne savent pas, ça c'est plein de sujets différents, mais en tout cas ne font pas la distinction et ces informations-là sont envoyées vers les serveurs en plus souvent à l'étranger. Donc la réponse est assez facile aujourd'hui sur ces outils-là, non. Par contre, sur des outils comme ce que nous on peut faire, pour avoir un exemple concret chez Assyspo, tout ce que vous échangez avec Assyspo est évidemment accessible uniquement par votre médecin. Et d'autant plus sur des serveurs qui sont agréés pour l'hébergement de données de santé et avec toutes les normes de sécurité qui vont avec. Donc là, oui, et c'est évidemment un gage de confiance et une condition sine qua non de garantir ce secret médical et cette sécurité de toutes les données de santé. Merci pour cet éclairage. Il y a une deuxième question qui a été posée à Rémi, alors je vais lire de manière très académique, sur le thème de la pédagogie. Selon nos intervenants, quelles analogies ou métaphores seraient là ou les plus pertinentes pour vulgariser auprès des soignants? C'est un des thèmes que vous aviez évoqué tout à l'heure, notamment des patients, par rapport à ces nouveaux outils, et d'ailleurs des soignants et des patients. Et donc, comment le soignant et le patient vont-ils se représenter l'IA et quel est ce travail de traduction culturelle qui semble être un enjeu important selon Pierre-Henri Garnier? Ouais, je vais bien commencer par une petite anecdote. J'ai présenté ChatGPT à des oncles, des tantes, des parents, et en fait, ils n'étaient pas du tout surpris. Ils m'ont dit, mais c'est pas comme ça que Google fonctionne déjà. En fait, les gens font pas forcément la distinction entre le niveau de technicité de certaines technologies. Ils font aucune différence entre une réponse qui est renvoyée par Google. Vous voyez, quand vous posez souvent une question à Google, il vous renvoie dans un petit encart la réponse qu'ils ont récupérée sur un site web. Et donc, il y a un texte derrière. Et donc, déjà, il y a ça à garder. Le micro. Ouais, le micro, tu t'es muté. Il y a Ah. ça à garder en tête. Ok. Il y a ça à garder en tête. C'est toujours la perception. C'est très important, la perception que les gens ont des objets. Si on garde le même format de chat, c'est-à-dire que si on reproduit les chats comme on les connaît sur Messenger, WhatsApp ou autres, les gens vont peut-être être dupés, même si on leur explique que c'est une intelligence artificielle. Au bout d'un moment, vu qu'il y a le format de chat, ils vont penser que c'est un autre interlocuteur, un autre humain qui est derrière. Donc le formalisme est très important. C'est de changer la manière dont on présente ces IA de conversationnel pour qu'elle donne le signal que en fait c'est une machine qui répond. Donc ça c'est la petite anecdote.
Et la réponse à la question, c'est en fait, il y aura une éducation à faire dans notre société de la même manière qu'on a eu à éduquer notre société, tous les individus de notre société, à utiliser le téléphone, à utiliser Internet, à utiliser plein de technologies. Et en fait, il faudra le présenter comme un modèle de données et pas comme un interlocuteur humain, un modèle de langage, pardon. C'est un concept qui est nouveau pour nous. Bon, il existe depuis 20 ans. On a facilement compris, je pense au bout de 10 ans, on a compris comment Internet fonctionnait. Personne d'entre nous ici ne sait exactement comment fonctionne Internet. Pourtant, on a admis qu'il y avait des serveurs et qu'on pouvait aller sur un lien et qu'on pouvait accéder à une page web. Donc maintenant, il faudra un peu assimiler le concept de j'ai un corpus documentaire qui est très large et en fait, j'ai un robot qui me permet de rechercher dans ce corpus sans forcément taper exactement le même mot. Voilà. C'est comme ça que moi je le présente aux personnes avec qui je travaille. Par exemple, on travaille sur des sujets de stock. Ça paraît un peu éloigné de tout ce qu'on fait. Mais voilà, on a du stock. Ce stock, il a des propriétés, il a des commentaires qui ont été faits par toutes les personnes qui sont passées par là. Et quand quelqu'un veut rechercher une info, au lieu qu'il filtre un Excel, il va tout simplement poser une question. Et en fait, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre les attributs verbe, COD et le sujet, et elle va essayer de trouver dans quelle colonne se trouve le sujet, et avec quoi on va filtrer. Ça sera le complément d'objet direct, par exemple, tout simplement. C'est comme ça que je l'utilise, en tout cas aujourd'hui, et comme ça que je le présente. Je ne présente pas la partie IA révolutionnaire qui peut vous parler, je présente juste, écoute, c'est une machine qui recherche dans un corpus, tout simple. Ouais, c'est cette version pragmatique, je te rejoins complètement. Et justement, moi, encore de façon très concrète pour abonder dans ton sens et pour simplifier encore, l'idée c'est simplement de montrer par A plus B ce que ça apporte au quotidien. Quand on va voir un professionnel de santé et qu'on lui dit bah, s'il y a un litige, tu n'auras pas de souci. En plus, tes secrétaires, elles auront du temps pour t'accompagner au fauteuil. Et regarde, bon, en plus évidemment, ça coûte pas cher. Mais surtout, c'est du temps gagné, de l'efficacité sur le terrain, la réduction du risque médical et éventuellement de ta responsabilité civile, etc., etc. Et qu'en plus, il y a un bénéfice médical qui est mesurable. Évidemment c'est très simple finalement de lui faire comprendre. Si on commence à lui dire, regarde, c'est un grand modèle de langage qui va prendre en charge tes patients à ta place, etc. Évidemment, c'est pas la bonne façon de le faire. Et côté patient, c'est assez simple, c'est pareil. Hier, il y avait personne pour vous rappeler, malheureusement. Aujourd'hui, il y a cet outil-là qu'on symbolise, et comme tu disais tout à l'heure, le fait que comme c'est dans un chat, les gens ont l'habitude, ils ont l'impression potentiellement qu'il y a une vraie personne en face. L'idée, c'est de réussir à faire cette distinction. Nous, il s'appelle Assist-PO, il a une tête de robot. Voilà, on peut difficilement se tromper, mais il est là, et on lui dit merci parce qu'il est là. Et donc, en passant par l'usage et par le fait que ça s'intègre dans la pratique et dans le quotidien finalement du patient de façon la plus fluide possible, l'adoption, elle est là, tout simplement. Merci beaucoup pour vos réponses. Une autre question de Boris Chaumette sur une question que je trouve assez centrale, notamment par rapport à l'exemple que tu donnais, Shams, autour de BioGPT. Comment les IA vont synthétiser des données scientifiques contradictoires? Il y a pas mal de sujets où on n'a pas un consensus scientifique encore établi sur un certain nombre de sujets de recherche. Et donc, comment, en fait, ils vont synthétiser et répondre à la question de manière la plus pragmatique? Bah justement, tu as cité BioGPT et c'est principalement le problème qu'ils ont trouvé quand ils ont essayé de déployer le modèle, c'est qu'il y avait des contradictions qui étaient issues de 2 papiers médicaux, de 2 travaux de recherche. Et donc, en fonction de l'aléatoire, donc on pouvait poser une question et BioGPT allait répondre en citant un travail de recherche et on pouvait reposer la même question exactement, la même peut-être 5 minutes plus tard, et il allait en fait partir dans un autre sens et il allait défendre la thèse. Donc aujourd'hui, je suis en train de travailler sur justement alors j'ai le mot en anglais, mais je me suis perdu en anglais en français. C'est on va appeler ça la cohabitation des connaissances. C'est-à-dire que ChatGPT aujourd'hui ou n'importe quel des autres modèles va prendre un chemin et va vous dire bah, tel chemin il va là et c'est celui que j'ai pris. L'objectif dans BioGPT et d'autres qui vont venir,
C'est si jamais il trouve un autre chemin qui va, donc c'est un chemin dans la prédiction du mot d'après, bien sûr, quand je parle de chemin, s'il trouve un chemin mais qui va à l'encontre de celui-là, qu'il le cite aussi. Parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas que, par exemple, en prenant un chemin, on va à droite et en prenant un chemin, on va à gauche. Pour lui, tous les chemins vont au même endroit. C'est la réponse finale. Comme il y a, par exemple, je vous donne un exemple concret pour que vous compreniez. Si je dis qui est le 34e président des États-Unis, en fait, il n'y a qu'un chemin vers la réponse finale. Pardon, il n'y a qu'une réponse finale, mais pour générer la réponse, il pourra vous dire, d'après mes recherches, j'ai trouvé que le 34e président était telle personne. Ou il pourra dire juste, le 34e président, c'était telle personne. Donc là, il a pris deux chemins, deux phrases différentes, mais la destination finale était la même. Aujourd'hui, le challenge, c'est, on a deux destinations finales, et en fait, qu'ils prennent une ou l'autre, ça pourrait être forcément contradictoire. Ouais, c'est la question de ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les modèles ne sont pas explicables. C'est la fameuse boîte noire, et d'autant plus dans ces modèles-là. Et je vais un peu plus loin, alors peut-être pour sortir un peu du purement scientifique, mais imaginez que la recherche Internet soit demain sur ce type de modèle. ChatGPT ou Bard ou peu importe votre moteur de recherche va sortir une phrase synthétisée de réponse. Il aura peut-être pioché un morceau quelque part, un morceau dans une fake news, un morceau dans d'autres choses qui n'a rien à voir, et il vous délivre ça comme étant la réponse universelle. Donc c'est aussi de l'éducation, on en parlait juste avant, de comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir aussi avoir cet esprit critique. Mais tant qu'on ne pourra pas avoir, justement, voir les différents chemins qui sont pris, comme tu disais, Shams, tant que ça, on n'est pas capable de l'évaluer, parce que les modèles aujourd'hui, alors il y a des choses qui commencent à arriver pour qu'on essaye de contourner un petit peu le problème, mais tant que c'est pas publié et que c'est pas évaluable par quelqu'un qui n'est pas d'OpenAI, de ChatGPT, etc., ben on peut pas tout simplement savoir pourquoi ça a été arbitré dans un sens ou dans un autre. Pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a une partie économique que j'aime bien toujours aborder au sujet de ChatGPT et de toutes ces... Donc, quand Google est sorti, c'était un moteur de recherche, et au fur et à mesure, ce moteur de recherche ne se basait pas que sur ce qu'il trouvait sur Internet, il se basait aussi sur des propositions qui sont faites, des suggestions qui sont faites en fonction de certaines entreprises qui ont accepté de payer pour passer en haut de la réponse, pour arriver en haut des livres de recherche. Ce même modèle, il sera projeté en fait sur les chats. On va avoir un corpus documentaire public, imaginons, c'est toutes les réponses, tous les documents que vous voulez. Et en fait, il y a forcément des industriels, des professionnels, des entreprises qui vont vouloir injecter leur réponse à elles, leurs documents, pour qu'ils soient remontés aux utilisateurs. Et potentiellement, on aura aussi une monétisation de cette injection-là. Le cas classique, un professionnel de santé va utiliser dans le futur un logiciel qui permet de faciliter le diagnostic ou la prescription. Dans ce cerveau, on a pratiquement toute la connaissance de l'humanité en termes de qu'est-ce qu'il faut prescrire à quel patient. Et on va avoir des entreprises qui vont venir injecter en disant moi, je te paierai 1 euro à chaque fois que tu remonteras ma réponse en premier. Même s'il y a plusieurs molécules, je veux que tu remontes ma molécule à moi. Exactement le même modèle qu'on a aujourd'hui sur Google, on va avoir projeté sur les modèles de données. Et donc c'est quelque chose qu'on ne pourra pas combattre, premièrement, parce que ça va arriver, il faut que les entreprises elles génèrent quand même des revenus de ces travaux-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne pourra pas forcément savoir si la réponse est sortie de la proposition payante ou si elle est sortie du modèle en lui-même. Et ça, c'est un vrai sujet en fait qui va arriver très vite. C'est est-ce que la réponse à ma question est quelque chose qui a été monétisé par un industriel ou pas? Peut-être une dernière question. Ouais, une dernière question, et pas des moindres, je pense, mais c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur le sujet. C'est quel est aujourd'hui, en fait, vous avez parlé de Bard, on a parlé de ChatGPT, on peut citer Llama de Meta, etc. Quelles sont les notions de souveraineté qu'on peut avoir autour de ces modèles-là, et aussi un peu englobé sur ce sujet de souveraineté, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des flous juridiques sur l'utilisation de ces IA, etc. Donc c'est des questions de Géraldine Fayet et Davia sur lesquelles je vous laisse répondre.
Sur la souveraineté, c'est très très large. J'ai commencé à essayer de l'aborder tout à l'heure, mais ça mériterait quelques heures de discussion. Pour essayer d'être un peu synthétique, les modèles dont on entend le plus parler aujourd'hui sont ceux que tu citais, Adèle, tout à l'heure, hein, qui sont les modèles de Microsoft, OpenAI, Google, etc., qui sont ceux dont on a l'impression qu'ils sont incontournables et que ce sont les fameuses fondations de l'édifice de l'IA. Bon, j'étais sceptique tout à l'heure, je le suis toujours. Pourtant, c'est possible aujourd'hui d'aller chercher des modèles qui sont techniquement sur les mêmes principes de grands modèles de données comme présenté Shams tout à l'heure, qui sont en open source, notamment chez Hugging Face, qui ont des modèles qui sont disponibles en français en plus, donc voilà, sur ce côté de compréhension de la langue qui peuvent être assez différentes, même si Chomsky essayait de trouver un dénominateur commun dans toutes les langues, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir un modèle français pour faire du français, qui ont des noms très sympas comme Camembert, Flaubert, etc. Parce que BERT, c'était une des références au début des modèles qu'on appelle Transformers. Donc ça existe. Il y a des modèles en français qui sont basés sur les mêmes types de techno. On a aussi le projet Bloom de Hugging Face, justement, qui veut essayer de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à ChatGPT, mais en open source et un peu plus souverain. Et encore une fois, souverain, ça veut dire plein de choses. C'est les modèles de données, c'est quelles données sont utilisées pour les entraîner, c'est où est-ce qu'ils sont hébergés, sur quelle machine, où vont les données qui sont produites, où est-ce qu'elles sont hébergées, etc. Donc le sujet de la souveraineté est très très vaste. Pour vous rassurer peut-être, en tout cas, si on veut faire un modèle demain dans la santé, pourquoi pas, basé sur les mêmes technologies de base que ChatGPT, mais avec des modèles français dédiés pour le français, hébergés en France sur des machines françaises, on est tout à fait capable de le faire. Tous les acteurs sont là pour qu'on puisse le faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, je te laisse, James, peut-être compléter. Peut-être là. Ta réponse, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, j'ai rien d'autre à dire à part qu'il y a vraiment de l'espoir pour faire en France un modèle qui soit propriétaire, qui soit souverain. C'est juste une question de volonté politique. Parce qu'en fait, c'est pas tous les acteurs qui vont faire ça de leur coin, dans leur côté. Il faut qu'il y ait un programme pour dire on va s'unir pour, comme tu disais tout à l'heure, pour faire son propre ChatGPT. C'est pas très cher, c'est à peu près 50 millions d'euros, sachant qu'aujourd'hui, il doit y avoir au moins 20 startups en France qui claquent chacune 2 millions d'euros à essayer de faire la même chose. Donc en termes de, s'il y avait une centralisation, s'il y avait une vraie stratégie entrepreneuriale ou de gouvernement, ce que vous voulez, la France pourrait avoir son propre modèle et aussi l'avoir sur ses propres serveurs et que tout le monde puisse en profiter, ne pas se retrouver esclave du modèle américain ou du modèle chinois aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ces entreprises en fait arrivent à faire passer leur modèle dans le commun, c'est-à-dire que nos hôpitaux les utilisent, nos services publics ou autres, en fait, elles auront vraiment un contrôle sur la réalité dans laquelle on vit. Un peu comme les éditeurs de livres d'histoire, c'est eux qui écrivent l'histoire, et bien là, en fait, on aura des entreprises qui écrivent quelle est la réalité. Parce qu'en fait, ils pourront influencer leur modèle pour dire telle ou telle chose en fonction des réponses des gens. Voilà. Ça, c'est super important que tout le monde commence collectivement à réfléchir sur les investissements. C'est une question d'argent. Hein. Les talents, il y en a en France. Je vois que l'heure passe. Là, je pense qu'il y a encore des questions, mais on propose de continuer ces discussions sur notre groupe LinkedIn et on va quand même clore la soirée avec les actualités du club par Rémi. Hein. Vas-y. Hein. Ça marche. Merci en tout cas pour ces interventions. C'était un sujet hyper intéressant. On pourrait passer des heures à écouter. Il y a tellement de choses à évoquer. Et donc, pour conclure cette rencontre IRL, juste vous balayer quelques actualités. Donc, déjà, on a programmé les 2 prochains rendez-vous. Le premier, c'est dans le cadre de Santexpo. Comme tous les ans, on a une agora. Donc, ça aura lieu le 24 mai à 13h15 exactement. Et donc, ça portera sur le sujet de l'intelligence artificielle dans l'expérience patient. Donc, on reste encore sur ce sujet de l'IA, avec notamment la participation de sociétés innovantes qui travaillent sur ces sujets, comme Entends-moi, Skezi et Yakadir. Autre événement, toujours sur les rencontres IRL, qui sera cette fois vraiment aussi en présentiel, ce sera le 7 juin.
à partir des 18 h. Ce sera organisé en collaboration avec OnePoint et ce sera sur le sujet de la Femtech en santé. Donc un sujet qui est souvent abordé, où on voit de plus en plus de technologies qui sont développées pour la santé de la femme. Ensuite, au niveau des différents partenariats, donc il y a le Festival de la communication santé qui a lieu la semaine prochaine, où il y a le prix Startup et Scale-up avec 2 niveaux. Un premier prix qui sera remis à l'issue des pitchs qui auront lieu donc, à Deauville la semaine prochaine. Et puis, il y aura le prix des internautes qui sera mis en ligne à partir de vendredi prochain jusqu'à mi-mai, où vous pourrez tous voter pour votre startup préférée parmi les candidats. Autre événement également où on est en partenariat depuis de nombreuses années, c'est l'Université de l'e-santé à Castres, qui est vraiment un rendez-vous incontournable, donc fin juin. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'université pour voir le programme et à vous inscrire. C'est un événement toujours intéressant sur le contenu et très convivial, donc un événement à ne pas rater. Autre événement également avant l'été, donc c'est la 2e édition de la conférence dédiée aux thérapies numériques, qui s'appelle DTX France, qui est organisée par Tech2Med et qui aura lieu le 4 juillet. L'idée, c'est d'aller encore plus loin sur ce sujet des DTX après le défrichement qu'il y a eu lors de la première édition l'année dernière. Et puis, toujours également sur les événements, on a le Health Social Data Day, qui est un nouvel événement sur un sujet qui est assez peu traité et qui est très intéressant et qui est porté notamment par Adèle et Capcode, et puis par Tech2Med, où c'est vraiment le premier événement qui va être dédié aux données de santé qui sont issues des réseaux sociaux et qui peuvent être utilisées dans plein d'usages, sur des cohortes, sur de l'écoute, de l'expérience patient, etc., etc. Donc ça, c'est un rendez-vous qui aura lieu au mois de septembre. Donc n'hésitez pas aussi, le site est disponible si vous voulez avoir des renseignements sur le pré-programme et vous inscrire. Et puis, comme à chaque fois, sur nos prochaines rencontres IRL qu'on aura en 2e partie d'année ou même l'année prochaine, n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez collaborer, être partenaire ou sponsor de ces événements. On est toujours ravis de pouvoir échanger avec de nombreux acteurs, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, vous aurez également le replay de cet événement qui sera disponible d'ici le début de semaine prochaine. Et puis, si vous avez d'autres questions ou interrogations sur tous ces sujets, n'hésitez pas à vous connecter à notre groupe LinkedIn, où aujourd'hui on a plus de 7000 membres déjà aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'échanges. Et puis à nous suivre sur les différents réseaux, notamment sur Twitter avec le hashtag HCSMUFR. Donc je ne sais pas si Lionel, Champhy, Adèle, vous aviez d'autres mots de conclusion? C'était une après-midi, une fin de début d'après-midi, début de soirée assez intéressant, avec 2 intervenants de qualité. Avec une approche qui est assez originale, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, on parle de ChatGPT depuis pas mal de temps et nous, au club, on a essayé d'avoir un angle un peu plus différent du reste. Et je pense que on a bien réussi le cas grâce à nos 2 intervenants et puis à tous ceux de près ou de loin ont contribué à cette soirée. Lionel, Adèle, un mot de conclusion ou pas? Après une telle conclusion, on va laisser Champhy avoir le mot de la fin. Si ce n'est que vous pouvez rallumer vos cams, rallumer vos micros, vous saluer. S'il y en a qui veulent parler ou dire bonjour, voilà, ça sera avec plaisir, à moins qu'Adèle ait encore envie quelque chose à dire. Non, merci pour la pédagogie. C'est un élément assez central, c'est comment vulgariser en fait ces modèles complexes et c'est hyper intéressant de mieux comprendre comment ça fonctionne. Ça permet de montrer les limites en fait de ce type d'approche et de voir que l'intelligence artificielle est encore très artificielle de nos jours. Et donc sur cette belle phrase, je vous remercie tous pour votre présence et on espère vous voir nombreux sur les différents événements qu'on organise.